Bienvenue à toutes et tous. Je me présente très rapidement. Lucille Janson, je travaille chez Réseau Alliance en tant que responsable de l'accompagnement des entreprises et organisations sur leurs différents projets de transformation responsable. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer un webinaire qui va parler de nouveaux modèles économiques en faisant un zoom notamment sur la perma-entreprise, qui est un concept assez récent, puisqu'il fête ses 5 ans. Et qui a déjà été éprouvé par notamment Norcis, qui sera représenté aujourd'hui par Thomas, Thomas Brezard, donc directeur perma-entreprise, et Louis-Philippe, avec le côté, je vais dire aussi régional, mais en fait les deux entreprises sont basées en Hauts-de-France, voilà, qui représente l'entreprise Odyssée. Donc je vous proposerai de présenter via vos activités juste après. Très rapidement, Réseau Alliance. Donc, nous, on est une association. On a été créé il y a 33 ans par des dirigeants qui voulaient montrer que leur entreprise pouvait être responsable en même temps que faire du business et continuer leur développement économique. Donc, on est basé à Marc-en-Barœul, à la Cité des Échanges. On a une quinzaine de collaborateurs présents du coup sur site et avec un rayonnement à l'échelle des Hauts-de-France pour impulser une économie plus responsable. Donc, concrètement, on travaille beaucoup en réseau avec des réseaux professionnels, avec différents territoires. Et l'idée, c'est de proposer des approches de la RSE, des approches des nouveaux modèles économiques qui permettent d'allier responsabilité et toujours cette performance plus durable. Et donc, on organise différents types d'événements, des conférences inspirantes, des webinaires comme ce matin, et des visites d'entreprise, des temps d'animation aussi de pairs, de communautés de pairs, par exemple, où on va faire se rencontrer des dirigeants entre dirigeants, des personnes des ressources humaines entre personnes des ressources humaines, etc. Et ainsi que toute une offre d'accompagnement qui est collectif et individuel pour mettre en place tout ce qui aura été compris et qui donne envie de transformer au sein de son entreprise. Voilà, donc on organise beaucoup de rencontres, des temps de networking, d'interconnaissance. On est aussi organisme de formation certificat IOPIS qui nous permet de proposer des formations aux professionnels. Et on fait le tout en mode collectif. L'idée, c'est de se dire, de s'entourer des responsables RSE, des dirigeants sont des personnes qui sont souvent seules dans leur entreprise à occuper ces missions. Et via le réseau, on va se rencontrer, voir qu'on n'est pas seul à se poser les mêmes questions et bénéficier à la fois du regard bienveillant et des retours d'expérience des des participants aux rencontres. Et on organise aussi une grosse capitalisation de nos formats. Donc, on va proposer pas mal d'outils, d'articles, de vidéos explicatives, de modules apprenants sur les différents sujets de responsabilité. Et donc, tout ça se trouve en ligne. Et du coup, je vais laisser la parole maintenant pour présenter. Donc, d'abord, Louis-Philippe. Alors, soit tu peux prendre la main sur la présentation, sinon tu m'indiques quand je fais défiler. Je te laisse la parole pour présenter Odyssée. Il y a juste une diapo, donc ça va aller. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci Lucie de nous avoir organisé ce temps d'échange pour que nous puissions avec Thomas partager le retour d'expérience de la PERMA et vous présenter comment vous pouvez également vous engager de votre côté. Alors, quelques mots de présentation sur Odyssée. Odyssée, c'est un bureau d'études de conseil et de formation dans les domaines globalement de l'environnement et de la transition écologique. Notre métier, c'est vraiment d'accompagner à la fois les acteurs des entreprises, mais aussi des collectivités, des territoires en général, dans la prise en compte des enjeux de développement durable dans leur activité, et ce, à travers 4 grands domaines de compétences, d'expertise: l'environnement, donc essentiellement les études d'impact, mais aussi la prise en compte des enjeux environnementaux dans n'importe quel type de projet. On travaille beaucoup pour les opérateurs énergie renouvelable, mais également tout type d'aménageurs et d'industriels. L'expertise écologique, plus de 70 écologues à Odyssée, c'est vraiment un point très important pour nous d'accompagner effectivement la prise en compte de la biodiversité dans les projets et la valorisation de la biodiversité. L'urbanisme, à travers la planification, l'élaboration des PLU, des SCOT, en intégrant les enjeux de développement durable, et c'est ça qui est passionnant dans ces projets d'urbanisme, et puis l'accompagnement de projets urbains. Là, on est sur un volet un petit peu plus opérationnel. Et puis la transformation écologique,
Là, c'est tout ce qu'on va mettre dans, d'ailleurs, les grands domaines d'intervention du réseau Alliance, hein, les accompagnements RSE carbone, pour faire simple, dans les entreprises, mais aussi les territoires à travers des démarches telles que les trams verts et bleus, les plans climat. Et puis, la mobilité, qui est un sujet fort. Dans des entreprises de services, par exemple, la mobilité, c'est souvent 50% des émissions de gaz à effet de serre, hein. C'est le cas dans notre entreprise à Odyssée, donc il y a un gros levier là-dessus. Et puis, on a une structure de formation qui est Calliope pour accompagner tout ça. Nous sommes aujourd'hui plus de 160 collaborateurs et répartis sur 8 sites en France. Nous sommes des ch'tis installés sur une friche minière requalifiée. On en est fiers et nous exportons, nous essaimons dans différentes régions françaises. Et tout à l'heure, j'aurai l'occasion de reprendre la parole pour vous dire comment nous sommes engagés dans Perma Entreprise. C'est pas comme ça nous a pas pris d'un seul coup, hein. Vous allez voir que c'est une forme de maturité après 20 ans d'engagement sur la RSE. On a trouvé là une nouvelle voie pour revoir notre plan de développement, repenser notre modèle. Et j'aurai le plaisir de vous partager en quelques grandes lignes comment nous nous y sommes pris et puis concrètement ce que ça nous apporte au regard de notions de résilience, de robustesse, de régénération. Je serais heureux de vous partager quelques points clés par rapport à ça. Merci beaucoup Louis-Philippe en tout cas pour cette présentation et en effet on te redonnera la parole pour aller sur le concret, le côté retour d'expérience. Thomas, je te laisse prendre la suite pour présenter Nord6. Bien, bonjour à toutes et tous. Je vais vous dire quelques mots en complément de ce que vous avez d'ores et déjà sous les yeux, mais curieux de savoir peut-être dans le chat par exemple, ce qui vous amène, s'il y a un point en particulier qui vous intéresse, parce que je pense qu'on peut tout à fait adapter le propos en fonction de ce qui vous a motivé à prendre 1 heure de votre temps ce matin pour être avec nous et je vous en remercie. Et toujours partant d'adapter les retours et d'honorer le temps que vous y accordez en fonction de ce qui vous intéresse le plus. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des points en particulier, je les considérerai autant que possible dans ce qu'on va vous proposer. Voilà, pour vous dire un mot sur Nord6, une entreprise qui est née dans les Hauts-de-France, à Villeneuve-d'Ascq. Aujourd'hui, on a une douzaine d'implantations, 10 en France et 2 au Maroc. On a 700 salariés. Notre cœur de métier, c'est de concevoir des grands systèmes d'information, des grands logiciels sur mesure pour des donneurs d'ordre, souvent tout aussi grands, qui peuvent être des acteurs de la santé comme l'assurance maladie ou de la transition écologique comme l'ADEME. Et un troisième secteur que je cite souvent parce qu'il a un historique riche chez nous, c'est le retail, dans les Hauts-de-France en particulier, avec des entreprises de la région que vous connaissez forcément. Voilà pour ce que nous faisons. Et en fait, vous voyez une petite frise chronologique qui vise à illustrer le fait que depuis longtemps, on essaye d'avoir des démarches pionnières. En tout cas, c'est comme ça que souvent on nous qualifie. L'idée étant surtout d'essayer de réinventer tout en continu l'entreprise pour qu'elle soit pérenne et performante, mais tout en étant le plus utile à l'intérêt collectif, voire général. C'est ce qui nous a amené à tester très tôt dans notre histoire la mesure du bilan carbone pour considérer nos impacts environnementaux, des dispositifs de lutte contre les discriminations, etc. Et maintenant, pour parler plutôt de modèle, à inventer en 2021 le modèle de la perma-entreprise dont on va vous dire un mot aujourd'hui et qu'on essaie surtout de rendre utile à d'autres désormais parce qu'on avait besoin de réorganiser le fonctionnement de l'entreprise selon un seul et même modèle, une seule et même stratégie qui fasse efficacement converger les enjeux sociétaux et les enjeux business et que cela nous aide à gagner en efficacité et à rester voilà, pérenne dans le temps en respectant les limites planétaires. Et donc, on va vous en dire un mot aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, ce qui nous motive beaucoup, au-delà de continuer à le déployer en nos murs avec beaucoup de belles histoires et de belles innovations qui en ont découlé, c'est une forte motivation à ce que ça puisse être utile pour d'autres. C'est ce qui nous a motivé d'ailleurs dès 2021 à publier un livre avec une méthodologie et progressivement à développer des dispositifs d'accompagnement ou d'accompagnement, c'est essentiel, on peut dire ça parfois d'ailleurs, d'autres organisations pour le mettre en œuvre. Merci beaucoup Thomas pour la présentation. Parce que je propose, alors déjà, c'est que tu gardes la main puisque du coup, là, tu as introduit le sujet de la perma-entreprise et ça va être l'objet de cette première partie, en tout cas niveau contenu. En parallèle, je vois qu'il y a déjà Nicole et Anne-Gaëlle qui partagent des réflexions, des questions dans le chat.
Donc, si vous voulez aussi y répondre tous les deux au fur et à mesure, n'hésitez pas. Et du coup, bon, j'ai fait un tête, voilà, c'est plutôt voilà, le titre Perma quoi. Alors, c'était un titre un peu provocateur, mais voilà, on a entendu la permaculture donc qui s'applique vraiment sur des sujets à peu près physiques et souvent qui est résumé à des techniques d'agriculture qui sont un petit peu plus complémentaires et en tout cas en écosystème. Et du coup, la première question, c'est comment est-ce que la perma-entreprise naît et quel est le lien entre permaculture et culture d'entreprise? Mhm. Donc, je te laisse. Est-ce que tu Ouais, veux prendre la main sur les slides ou est-ce que je les fais défiler? je, ah bah je peux. Écoute, c'est bon, j'ai la main. Tout va bien. Super. Merci, Lucille. Alors, je vous en dis quelques mots. Peut-être que parmi vous, certaines en ont déjà largement entendu parler. Peut-être que certaines et certains ont déjà lu le bouquin. Donc, je vais essayer d'être aussi succinct et complémentaire de ce qu'on a déjà pu partager depuis un certain temps sur le sujet par ailleurs. Se dire que donc ce modèle, effectivement, il est inspiré de la permaculture. Nous y sommes venus parce qu'on a notamment soutenu un projet de ferme urbaine à Paris qui était basé sur un développement permacole et c'est comme ça qu'on a été connecté au sujet, qu'on y a découvert des principes fondateurs, fondamentaux, qui deviennent d'ailleurs jusque dans le dessin les fondations de l'entreprise, qui nous ont beaucoup, beaucoup parlé et qui sont devenus un formidable outil de pilotage de l'entreprise pour la rendre pérenne, continuer à la développer éventuellement, mais selon des principes qui fassent qu'on ne développe pas l'entreprise à tout prix, que ce ne soit pas une fin en soi, mais que son développement et sa rentabilité soient la conséquence d'un projet d'entreprise qui répond beaucoup plus aux enjeux sociétaux. Et donc la fin en soi, c'est la contribution aux enjeux de société plutôt que l'unique création et concentration de richesse. Et d'ailleurs, c'est là qu'il y a un des principes fondateurs du modèle qui nous a particulièrement intéressé, qui est le troisième, qui est très très différent de ce qui est historiquement le logiciel de développement des entreprises avec un triptyque People, Planet et Profit. C'est qu'ici, au lieu de dire que l'objectif c'est le profit, l'objectif c'est de savoir fixer des limites et de partager équitablement la richesse. Et donc, ça vient de facto rééquilibrer les débats et les décisions dans l'entreprise, que ce soit en matière d'investissement, d'innovation, de management. Et donc, on est parti de là pour essayer d'inventer quelque chose de nouveau qui nous permettrait de développer l'entreprise après 25 ans d'existence dans les 25 prochaines années et l'inscrire dans le respect des limites planétaires, dans le respect d'un plancher social. Vous connaissez peut-être le donut. Simplement, on avait besoin, au-delà des concepts, de concrétiser les choses de façon très pragmatique. Voilà, en tant qu'entrepreneur et dirigeante d'entreprise, avec en l'occurrence, en plus chez nous, vous voyez, 700 salariés, donc une responsabilité forte et un besoin de coordination, d'efficacité pour qu'on reste dans la droite ligne de ce que l'on voulait faire dans les années à venir. Et voilà comment on a structuré progressivement ce modèle avec, au-delà de ses fondations, des lignes directrices à respecter, avec des mots que vous avez sans doute déjà entendus par ailleurs, la régénération, la coopération, et puis avec une méthodologie, cette méthodologie qui vise en fait à créer une stratégie basée sur des enjeux, des projets, de la mesure d'impact, qui permettent d'efficacement conduire un projet d'entreprise. Je vais terminer en répondant en partie à une des questions qui est posée, qui est la complémentarité ou les différences avec la robustesse. Des questions nous sont souvent posées alors sur la robustesse, mais sur la société à mission, sur la régénération, sur des modèles coopératifs en matière de gouvernance, etc. En fait, cette perma-entreprise, il faut l'imaginer comme une boîte à outils pour s'inscrire en droite ligne idéologique avec ces différents dispositifs ou modèles qui existent par ailleurs. C'est une boîte à outils. C'est une boîte à outils qui met en musique de la façon la plus structurée et efficace possible l'intention d'avoir un projet entrepreneurial qui contribue à l'intérêt général autant que possible, qui fonctionne selon des modèles de gouvernance qui sont très participatifs, qui s'ouvre à son écosystème et à son territoire pour créer des coopérations locales qui répondent aux enjeux du territoire et qui le fait efficacement, qui s'inscrit dans un usage sobre, voire régénératif des ressources lorsque cela est possible. Donc en fait, ce modèle PERMA, c'est comme une boîte à outils pour mettre efficacement en musique toutes ces belles intentions
que vous connaissez, qui vous animent, mais qui souvent, d'un point de vue opérationnel, sont franchement difficiles à mettre en place. Et ce que nous ont souvent retourné des lecteurs du livre, il y en a eu 15 000 depuis quelques années, ou celles et ceux qui l'ont mis en œuvre, comme Louis-Philippe et d'autres, c'est pas tant qu'on a inventé un énième concept, c'est qu'on l'a outillé et qu'on a réussi à organiser tout un tas de concepts et de connaissances en une boîte à outils. C'est vraiment ça, d'ailleurs, franchement, la contribution pour laquelle on a reçu le plus de retours et de remerciements depuis 5 ans, c'est vraiment celle-ci. Donc, moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir le modèle. Pour la robustesse en particulier, il y a des liens très forts entre le modèle et le principe, enfin, les principes de la robustesse, hein, comme le hasard, par exemple, que j'aime bien, parce que le hasard, il est sans doute très intéressant à poser en tant que concept, il est beaucoup plus dur à concrétiser opérationnellement et surtout à les raconter aujourd'hui à des entrepreneurs qu'il faut laisser place au hasard dans le pilotage de son entreprise, alors que le monde nous bouscule méchamment et que les modèles d'affaires sont très tendus. Par contre, il y a derrière ce mot de hasard des idées intéressantes. Et donc, il se trouve que on a, depuis l'été dernier, travaillé avec Olivier Hamon et des perma-entreprises dont Louis-Philippe fait partie, avec Odyssée, pour essayer de passer des principes de la robustesse à des idées concrètes à mettre en œuvre dans l'entreprise. On a produit un premier livre blanc, je vais vous mettre le lien dans le chat, et puis on va sortir en mars des travaux beaucoup plus denses, probablement début avril, à l'occasion des 5 ans d'anniversaire du modèle PERMA, puisqu'on a poursuivi le travail avec Olivier et les PERMA entreprises pour vraiment donner vie très concrètement à la robustesse de façon plus concrète à travers cette boîte à outils qui est la PERMA entreprise. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Louis-Philippe, je te laisse ajouter un petit mot si tu veux avant d'enchaîner. Merci Thomas. J'ajouterai le petit mot. En fait, je vais rebondir sur ce que tu as dit et sur les questions posées quand je présenterai notre Rex Odyssée. Ce sera plus facile, comme ça je pourrai l'incarner sur du concret. Ok, ça marche. Dans ce cas, j'avance et puis je remettrai le lien du premier livre blanc Robustesse ensuite. Bizarrement, Lucille, j'ai plus la main sur les slides. Bon, ce que je voulais partager avec vous pour être efficace ce matin, c'est que le modèle, plus concrètement, il est structuré autour de grands objectifs d'impact. Ces grands objectifs d'impact, ils sont en résonance avec les fondations du modèle, que sont préserver la planète, prendre soin des humains, et peut-être avez-vous remarqué que j'ai un petit peu renommé le troisième principe, hein, qui dit de façon puriste se fixer des limites et partager les richesses. Aujourd'hui, avec du recul, moi je considère qu'il est important de rappeler qu'une entreprise en particulier doit créer de la valeur pour pouvoir la redistribuer équitablement. Et je le précise puisqu'on a eu parfois des personnes qui se sont appropriées le modèle en ne pensant plus qu'à fixer des limites et pas à la pérennité de l'organisation qui passe forcément par la rentabilité. Donc, créer de la valeur et pas à n'importe quel prix en se fixant des limites. Donc, pas à n'importe quel prix. Et c'est à ce titre-là qu'ensuite, on pourra ne pas maximiser le profit, qu'on pourra aligner le développement sur les principes éthiques. Donc, par exemple, innover en termes de produits et services avec une très forte considération sociale et environnementale, et qu'on pourra redistribuer équitablement la richesse créée. Dans le modèle, on fixe un objectif de redistribution de la richesse créée à 50%. Donc, il est important, et c'est en ce sens un modèle très redistributif. Parfois, on nous demande aussi la différence entre perma-entreprise et entreprise contributive. Là aussi, beaucoup de liens. Par contre, une opérationnalisation, je dirais, beaucoup plus forte par la boîte à outils et ce modèle perma. On parle de limites de différentes natures. On fixe des limites en termes de développement économique, donc ce qui amène à faire des renoncements. Ça a été notre cas, par exemple, sur des projets qui sont trop peu alignés avec les principes du modèle. Dans notre cas, en termes d'informatique, hein, ça pourrait être de développer des services numériques qui sont très émetteurs de gaz à effet de serre ou qui soutiennent des modèles d'affaires très émetteurs de gaz à effet de serre, de concevoir des services numériques qui rendraient leurs utilisateurs dépendants de ce service, de déployer des services qui s'appuieraient sur des technologies qui reproduisent des biais cognitifs et peuvent créer des discriminations. On a eu des cas de potentiel business auxquels on a renoncé parce qu'on s'est fixé des limites. Ces limites, elles peuvent être aussi liées à des pratiques managériales qui épuisent les humains, qui épuisent les ressources naturelles. Elles peuvent être liées, peut-être pour prendre un dernier exemple, à une sorte d'expansionnisme géographique
en disant que plutôt que de vouloir avoir une organisation hégémonique qui couvre des territoires très larges, on peut démultiplier de plus petites organisations qui ont un ancrage territorial beaucoup plus fort et qui ont une compréhension de la culture du territoire beaucoup plus forte. Voilà pour prendre quelques exemples. Ensuite, vous retrouvez des thématiques qui sont pas si nouvelles que ça. Encore une fois, l'objectif du modèle, c'est surtout d'organiser, de mettre en musique, de créer une partition harmonieuse et qui permette à des dirigeantes, des dirigeants de piloter leurs entreprises de façon efficace. Donc voilà pour prendre quelques exemples. Je terminerai peut-être par un dernier qui est intéressant parce que voilà, moi j'ai beaucoup entendu parler de régénération ces dernières années. C'est un concept qui est formidable, qui peut vraiment aider à innover en cassant le plafond de verre de la réduction des impacts négatifs et en cherchant à créer des impacts positifs. On en entend pour autant beaucoup parler sous le prisme des ressources naturelles. Je pense qu'il est important de le considérer sur les ressources humaines également. Et c'est pour ça que dans les principes, on parle de régénérer l'énergie physique et mentale des individus, des humains, d'autant plus que toutes les statistiques récentes montrent qu'il y a un épuisement grandissant des humains que nous sommes dans nos organisations, d'épuisement, voire de découragement vis-à-vis du contexte sociétal. Ce matin, j'entendais parler d'une perte de confiance absolument pharaonique vis-à-vis de la politique et de la classe politique dans notre pays qui est en décrochage massif par rapport à tous nos voisins européens. Eh bien, il faut qu'on arrive à régénérer la foi en la démocratie. Voilà, enfin, c'est tout ça qu'on peut essayer de toucher derrière, et l'entreprise a un rôle à jouer. Et pour donner une illustration très concrète chez nous d'une innovation que ça va amener, c'est qu'on est en train de créer des mécaniques de consultation citoyenne à l'échelle de l'entreprise pour générer des débats sur des sujets sociétaux qui peuvent être en lien avec nos métiers ou non, parce qu'on considère que de plus en plus, notre entreprise peut être un lieu de débat bienveillant où des avis contradictoires peuvent être posés sur la table versus le contexte sociétal qui semble nous amener à des discussions toujours plus clivantes et à des prises de position toujours plus marquées pour s'opposer à l'autre plutôt qu'à essayer de faire ensemble. Et donc voilà comment le modèle vient inscrire dans l'agenda de l'entreprise des dynamiques beaucoup plus sociétales. Voilà, et puis bon, vous voyez un peu les bénéfices associés que nous, on a pu en tirer depuis un certain nombre d'années, avec des vrais résultats sur la fierté, la fidélité de nos équipes, sur le fait de renforcer notre robustesse, donc notre capacité à absorber des chocs et à absorber des fluctuations, sans tout changer, en adaptant, en ajustant, parce qu'on a une organisation très agile, et puis à booster l'innovation, parce que là, je vous ai parlé par exemple d'innovation en termes de fonctionnement, de vie collective, pour ne pas dire de gouvernance. On est aussi la première entreprise à avoir mis la nature comme actionnaire de l'entreprise pour rééquilibrer les discussions dans nos instances de gouvernance et mieux considérer le vivant et les limites planétaires. Ça peut être de l'innovation aussi produit sur nos métiers avec la première solution d'analyse du cycle de vie de services numériques en libre accès. Ça peut être mondeacvnumérique.fr. Voilà tout ce que nous offre aujourd'hui comme capacité ce modèle et surtout ce que ça me permet de générer en termes de stabilité de projet d'entreprise dans un contexte qui très franchement chahute beaucoup de monde. Et je pense que c'est grâce au modèle aujourd'hui qu'on y arrive. Je pense que là-dessus, Lucille, du coup, on peut avancer pour rentrer dans le concret et vous dire peut-être pour terminer, je crois pour ma part, que il y a 5 ans, enfin il y a 6 ans, quand l'idée nous est venue, on a passé une centaine de jours, femmes, hommes équivalents, à essayer de transposer tous les principes de la permaculture dans ce dispositif qui est devenu le modèle Perma-entreprise. Et dès le départ, puisque dans les fondements du modèle, il y a le partage des richesses, on s'est dit, si on veut vraiment avoir joué un rôle positif vis-à-vis du monde économique, pour qu'enfin les entreprises se réinventent de façon beaucoup plus contributrice de l'intérêt général, après 30 années de RSE qui avaient montré des grosses limites, il faut qu'on le rende le plus largement accessible. Donc, on a fait un livre avec une méthode voilà, pour que d'autres puissent en saisir. Et en fait, depuis, il s'est passé plein de choses auxquelles on s'attendait pas du tout. C'est-à-dire qu'on a monté des dispositifs d'accompagnement collectif, comme ce fut le cas avec Odyssée et le soutien du MEDEF, d'Ouesi et Hauts-de-France. On a eu des animations de séminaires et d'ateliers dans différents réseaux auprès d'entreprises, de TI, de PME industrielles, de grands groupes, auprès d'acteurs non lucratifs qui se sont aussi saisis du modèle pas tant pour parler de rentabilité que pour trouver un juste équilibre en tant que projet non lucratif
entre pérennité de l'organisation, et il y a besoin tout de même d'avoir un modèle économique et contribution toujours plus fort à la résolution des enjeux sociétaux. On a même eu des écoles et des acteurs publics qui nous ont demandé de créer des dispositifs de formation, des parcours, de venir inspirer des hauts fonctionnaires. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce modèle, il vit de plein de façons différentes, parfois au-delà de nous. Par contre, ce dont on est certain, c'est que c'est un dispositif qui marche vraiment, qui est utile à des entrepreneurs, à des dirigeants, des dirigeantes qui cherchent des solutions, mais qui parfois manquent d'outils concrets et pragmatiques, et qu'on veut poursuivre dans ce chemin-là, d'où l'envie de développer des parcours d'accompagnement collectif qui soient très light en termes de temps à passer, en termes de ressources à mobiliser, mais le plus justement designé possible pour que ça engage vraiment les entreprises sur une nouvelle voie que globalement tout le monde cherche en ce moment. Merci pour cette bonne présentation, Thomas. Alors justement, on a prévu un petit zoom après sur ce qui s'est passé sur le Douaisis en 2025 et parler aussi de 2026 et de l'avenir. Du coup, Louis-Philippe, je te propose de passer sur ton retour d'expérience en tant que dirigeant qui a lu le livre et qui n'a pas juste lu, mais voilà, qui a décidé de l'utiliser comme une ressource pour transformer, en tout cas approfondir les transformations chez Odyssée. Merci Lucille et merci beaucoup Thomas. Euh, Alors, je revoyais sur ta frise, Thomas, créé en 94. Nous avons été créés en 94 également. RL, l'entreprise, c'est une entreprise que j'ai rejoint en 96. À l'époque, nous étions 4. Vous êtes de l'environnement. Et en 2006-2007, il y a une autre structure qui nous a rejoints. Nous sommes passés à une vingtaine là, sur cette période-là. Et la première chose qu'on s'est dite, c'est qu'on ait un objet commun. Et donc, ensemble, on a décidé, on a réuni toutes les équipes, on a travaillé ensemble sur nos valeurs. On s'était réunis au Centre historique minier à l'époque. Et on avait sorti des valeurs en lien avec la responsabilité, l'exemplarité, l'esprit d'équipe, la solidarité, et puis écoute, dynamisme, innovation. On voit déjà d'ailleurs qu'on a des sujets qui ressortent à la fois développement économique avec l'écoute, innovation, de l'aspect aussi RSE avec la responsabilité et l'exemplarité. Et puis l'année suivante, tous les ans, on se réunit, on réunit toutes les équipes, on décide d'écrire notre charte RSE. Et donc on a écrit une charte RSE qui s'appuie sur 5 axes. Un axe, le premier d'ailleurs, ils ne sont pas forcément dans l'ordre, mais qu'importe, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a un axe d'innovation au service de nos clients, un axe de travailler et de progresser ensemble. Il y avait un axe fort formation, un axe de réduction de l'empreinte écologique, d'investissement dans le développement local et de partage des résultats. Et là, on retrouve déjà finalement quelques points, quelques briques que l'on va utiliser dans la méthode de perma-entreprise. Et puis, en plein Covid, j'ai eu la chance de faire connaissance de Sylvain Brezat, qui intervenait à la CCI sur ce sujet perma-entreprise. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire parce que on avait quelque part déjà travaillé sur un petit peu notre ADN, ce qu'on voulait, sur notre engagement, mais là, ce que ça apportait en plus, et tu as bien insisté là-dessus, Thomas, donc j'enfonce le clou encore un petit peu plus, c'est que c'est un outil c'est vraiment une boîte à outils pour travailler sur sa création de valeur. C'est d'abord un outil pour créer de la valeur en intégrant l'ensemble des principes que tu as rappelés. Et c'est vraiment une méthode pour travailler son plan de développement, en fait. Et je me suis dit, c'est génial, parce qu'en plus, tout est écrit dans le bouquin, et je dois reconnaître que c'est clair. Alors, j'ai une de mes collaboratrices qui est partie en formation chez Norcis, et puis qui a ensuite piloté la mise en application de cette méthode. Et on a commencé, c'était encore le confinement, par l'élaboration de notre raison d'être. On avait réuni à l'époque, on était en visio, 100 collaborateurs, on a eu 700 contributions en une heure, enfin, c'est parti de manière assez extraordinaire. Et puis après, on a bossé, on a décliné toute la méthode, définir nos enjeux, nos axes stratégiques, les projets, les actions. Alors, on y allait à fond, et puis en plus, on était en phase de croissance. On s'est retrouvé 100, 120, 140. Et alors, on est parti sur un truc, on est arrivé à 200 actions. C'était beaucoup trop. J'ai appelé Thomas. Thomas vient nous aider. Là, ça part dans tous les sens pour mettre un peu de hiérarchie, prendre un peu de hauteur. Donc, on a rebossé tout ça. On a descendu à 80 actions. Les autres, on les a pas abandonnés parce qu'on a vraiment dit aux collaborateurs tout ce que vous avez apporté. Et on a travaillé en collectif. Tu parlais de ça. Pour nous, c'est important, mais on va les mettre dans l'ordre parce que sinon, ça ne va pas avancer. Et donc, on a fait vraiment un travail de hiérarchisation derrière.
Alors, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, quelques règles concrètes, hein. Quand on croise, comme l'a dit Thomas, le fait de créer de la valeur en intégrant ces principes éthiques, ben, ça se traduit comment? Par exemple, chez nous à Odyssée. Chez Odyssée, on a un de nos grands métiers, c'est la biodiversité. Et quand on a travaillé sur nos enjeux, il y a un premier enjeu qui est sorti, qui est de préservation et de valorisation de la biodiversité. Ça, c'est un engagement quelque part très planète, qu'on incarne à travers des actions concrètes. Mais si on va plus loin avec ce croisement de valeurs, on s'est dit, ben, comment est-ce qu'on crée aussi un site démonstratif dans nos espaces, hein, notamment nos espaces verts, comment on en fait vraiment une vitrine, hein, d'expérimentation de ce qu'on peut faire pour la biodiversité, et puis on organise des visites, de la sensibilisation. Et derrière ça, si les gens ont envie de s'investir, on peut venir les aider avec une boîte à outils concrète, une méthode. Et là, on est dans le business, puisqu'effectivement, on va créer de la valeur non plus uniquement pour nos clients, pour la biodiversité, mais aussi pour notre activité. Donc, il y a vraiment une équipe qui s'est fait. On a eu exactement la même chose sur un deuxième enjeu qui est la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, hein, où on retrouve aussi ce raisonnement d'exemplarité, de sensibilisation et de business pour nous. Et puis après, on a un troisième enjeu qui est lié, qui est de développer l'expertise et l'employabilité de nos collaboratrices et collaborateurs. Quand on fait ça, on régénère leurs compétences, on leur permet de gagner leurs compétences. Ils savent que si un jour ils sont plus à Odyssée pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils déménagent, parce que c'est pas tout ce qui peut arriver, ils sont hyper employables. Et donc ça les rassure. Et en plus de ça, et ça c'est lié aussi avec la création de valeur, nous on est dans l'expertise, l'étude et le conseil. Donc si on n'a pas des gens hyper formés, hyper experts, eh bien, nos clients vont plus avoir besoin de nous à un moment donné, hein, parce qu'il faut aussi savoir que nos clients recrutent en interne des compétences dans nos domaines d'activité, que ce soit des collectivités ou des entreprises. Donc, si on ne garde pas une longueur d'avance, demain, n'existe plus. Donc, quand on parle de pérennité, de robustesse, on est vraiment dedans, là, hein. Ensuite, on a un enjeu sur le bien-être, bien évidemment, dans l'entreprise, avec des sujets d'éthique, des sujets d'inclusion, mais aussi des sujets de cas de travail agréable. Et bien évidemment, hein, tout le monde le sait, quand on a des valeurs, quand on a un cadre de vie agréable, eh bien, on travaille mieux. On travaille mieux. Donc il y a aussi un sujet création de valeur là-dessus. On a un axe qui est ensuite vraiment lié à la création de valeur reconnue par nos clients, parce qu'on s'est dit, tiens, est-ce que cette façon de travailler est vraiment reconnue par nos clients? Et là-dedans, on va aussi trouver tout ce qui est des sujets de qualité, de process, d'innovation qu'on retrouve dans ce sujet-là. Et enfin, on a deux enjeux qui sont liés à la gouvernance, à l'ancrage territorial et au partage de la valeur. Et ce sujet d'incarner, d'être vraiment bien présent dans tous les territoires, et ça je fais le lien avec aussi une autre question qui a été posée sur les limites. Chez nous à Odyssée, on a trois manières de se poser de se fixer des limites. Et je viens d'en découvrir une il y a quelques instants grâce à Thomas, quand tu évoquais l'ancrage territorial, parce qu'en fait, j'en ai pas pris conscience. À Odyssée, on s'est régulièrement organisé en filiales géographiques. On s'est dit, les décisions qui concernent le Val-de-Loire ou le Grand Est ne doivent pas être prises dans le Nord. Il faut donner un maximum d'autonomie, d'agilité à chacune de nos agences. Et ce sont devenus vraiment des filiales avec tous les centres de décision sur place. Et après, bien évidemment, une gouvernance participative, mais tout ce qui est réaction aux clients, aux spécificités terrain, ça se fait sur place. Autre limite, la création de valeur, l'objectif de résultat. Pour définir nos projets Odyssée, on pose notre projet. Pour définir l'objectif chiffré, on traduit ce projet en chiffres et on rajoute une marge de 8%. C'est une façon de se créer des limites. On aurait pu très bien lui dire on veut faire 10, 15, 20% de marge. Non, 8%, parce que derrière, on va en partager un quart avec les collaborateurs, donc on passe de 8 à 6, puisqu'on a mis en place l'intéressement, partage les résultats. On va en partager un quart avec la société à travers l'impôt sur les sociétés et des dons, et il va nous rester 4%, et ces 4%, c'est ce qui est nécessaire pour renforcer la trésorerie et avoir des capacités d'innovation. Donc voilà une façon de créer de la valeur et de se fixer des limites. Et enfin, il y en a une troisième de limite qu'on se fixe, et ça, c'est en lien avec le projet éthique, à l'action éthique qui a été mise en place. C'est qu'on ne va pas s'interdire de travailler avec tel ou tel client,
En revanche, on ne va pas y aller si on n'a pas une façon d'apporter vraiment une plus-value, un impact, et on ne va pas aller sur certains projets. Par exemple, on a décidé de ne pas réaliser d'évaluation environnementale pour des projets énergie fossile. C'est une façon aussi de se fixer des limites. Thomas, si entre deux tu veux prendre la parole pour compléter, n'hésite pas, hein, comme tu me l'as. Voilà. Alors, je finirai par une dernière illustration concrète s'agissant des sujets d'ancrage et de coopération territoriale. Et qui vont, parce que permis entreprise, c'est aussi décloisonné hein, entre tous ces principes éthiques et tous ces enjeux. J'ai deux exemples par rapport à ça pour illustrer concrètement. Sur notre sujet de carbone, on a tout le volet bilan carbone et d'émissions d'émissions de gaz à effet de serre, mais après on se dit on voudrait quand même contribuer à des projets de séquestration carbone, parce qu'à un moment donné, on émet quand même des gaz à effet de serre. Et pour ça, plutôt que de financer des projets de boisement peut-être monospécifiques, on ne sait où, on a décidé de travailler, de développer une méthode avec l'agglomération du Douaisis, où on a installé, pour regarder, parce que l'agglomération du Douaisis veut aider les agriculteurs à mettre en place des mesures agroécologiques, pour regarder de quelle manière ce qui va être mis en place va permettre de stocker du carbone et dans ce cas-là, de pouvoir donner un coup de pouce financier à des projets qui vont permettre de stocker du carbone sur des projets qui créent de la valeur agricole et qui sont également positifs à la biodiversité sur notre territoire. Et dernier exemple, on a créé un bâtiment vraiment démonstratif en bois isolation paille, très agréable. Et le Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France, qui avait son agence de Douai à 200 de chez nous, a dit bah, écoutez, c'est super, est-ce que vous n'auriez pas de la place pour nous? Et avec ce Conservatoire des espaces naturels, on a mis en place un mécénat parce qu'on les aide gratuitement dans l'expertise, dans l'entretien d'espaces naturels. On a une conservatrice bénévole d'une de leurs réserves naturelles et ils sont venus nous louer des bureaux. Alors, bah, ça nous remplit bien les bureaux, ça fait un revenu complémentaire et puis ça crée de l'émulation entre les équipes. Donc voilà finalement quelques exemples qui permettent d'illustrer cette approche par l'entreprise. On est vraiment dans la création de valeur et on décloisonne à fond avec les enjeux planète, régénération des ressources humaines et puis ancrage territorial et se fixer la limite. Je me permets sur une autre question qui a été posée, mais je crois que je vais d'abord te laisser y répondre après, Thomas. Il y avait une question sur différence entre perma et robustesse. Je pense qu'on va surtout parler de ressemblance et de complémentarité, de synergie entre les deux. Mais je vais te laisser tout à l'heure aborder le sujet. J'ai vu que c'était dans des diapos et puis je viendrai compléter. Et sur l'entreprise organisme vivant, ça nous a aussi permis moi j'en étais convaincu de ça, mais de vraiment montrer aux collègues que c'est un écosystème, l'entreprise. Chacun a une place tout aussi importante que l'autre, parce que s'il n'y a pas telle ou telle fonction qui n'est pas représentée, ça ne marche pas, quoi. Donc tout le monde doit contribuer, tout le monde contribue à cette création de valeur à son poste, on doit pouvoir compter les uns sur les autres. Et puis, quand on gagne, quand on crée de la valeur, on la partage. Ça permet aussi de comprendre qu'à un moment donné, si on n'y arrive pas, si on est trouvé un des objectifs, on n'a pas créé de valeur et hélas, on ne pourra pas dégager ce gain de partage de la valeur. Donc ça aide aussi à une bonne compréhension des enjeux par l'ensemble des membres de l'entreprise. Merci Louis-Philippe pour cet éclairage. Alors je rebondis puisque du coup il y a une question qui parle de l'état financier des bilans. Voilà, donc est-ce que vous voulez donner quelques éléments sur comment est-ce que la PERMA vient travailler, influencer, faire le lien avec la santé financière et sa valorisation? Ouais, alors je vois notamment que Farida évoque le triple capital, enfin la comptabilité en triple capital. Aujourd'hui, c'est un outil qui est à disposition des entreprises dont les retours que j'ai me laissent penser que c'est encore pas facile à appliquer parce que ça nécessite beaucoup de mesures, de data, etc. Et donc nous, par exemple, on l'a pas mis en place, mais évidemment que c'est intéressant et que c'est très aligné avec les principes du modèle. Nous, aujourd'hui, on fonctionne différemment. Et donc, par exemple, en se disant que plutôt que de regarder les états financiers à la fin de l'année pour apporter des corrections a posteriori, on va surtout donner une voix à la nature dans nos instances de gouvernance pour prendre les bonnes décisions en amont. Voilà. Mais c'est un parti pris qui est le nôtre et chaque entreprise ayant son contexte, comme en permaculture d'ailleurs, faut pas chercher à tout prix à reproduire quelque chose qui a marché sur une terre et une zone géographique ailleurs parce que ça n'a pas forcément de sens. Et donc là, c'est pareil sur les bonnes pratiques des perma-entreprises. Plus largement sur l'impact sur les états financiers, je rêve, comme beaucoup d'acteurs de l'impact et de la transition, de pouvoir prouver
par A plus B que tout ça crée de la valeur et de la richesse supplémentaire. C'est pas forcément facile à faire. Disons que les éléments, y compris financiers, les plus probants que l'on ait aujourd'hui chez Narcisse ou que je vois ailleurs, c'est surtout des résultats probants sur les équipes, leur fidélité et donc la réduction du turnover. Ça peut aussi se mesurer en matière de réduction d'absentéisme, qui a un coût pour l'entreprise et même pour la collectivité. Aujourd'hui, on dit qu'une journée d'absence d'un salarié dans le privé, c'est à peu près 1 000 € de coût pour la collectivité, entre la prise en charge des salaires, l'assurance maladie, etc. Quand la moyenne nationale est autour de 15 jours et que chez Nursis, on est autour de 3 jours, vous vous doutez bien que ça crée une richesse qui n'est pas forcément visible d'ailleurs dans les états financiers. Peut-être dernière chose, c'est que dans cette période que j'ai 2 fois mentionnée comme étant très fluctuante, voire perturbante pour les modèles d'affaires, nous sommes dans un secteur d'activité, les entreprises de services numériques, qui pour la première fois en 30 ans, en dehors du Covid, a été baissier en 2025, a priori moins de 2%. Nord-Site fera un meilleur résultat que cela, malgré des choix, y compris de renoncement business, sur des choses non alignées. Tout ça pour dire que, sans pouvoir toujours le flécher de façon très probante dans un état financier, on a aujourd'hui des retours sur investissement, parfois indirects, qui donnent vraiment confiance dans la capacité du modèle à rendre l'entreprise pérenne et en préparant l'avenir de la meilleure façon possible. C'est une belle conclusion sur une belle réponse. Je te remercie. Il y a d'autres questions, peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard sur le côté certification. J'ai vu que tu avais commencé à répondre par écrit, mais si on Oui, peut en faire non, un. mais je peux tout de suite le dire. C'est qu'en fait, nous, on a pris le parti de ne pas créer de dispositifs certifiants, de contrôle, etc. Déjà, nous n'en sommes pas euh, voilà, nous n'avons pas vocation à être l'unique propriétaire de tout ça. On veut en faire un commun. C'est pour ça qu'on a fait un livre. Parfois, on nous demande, mais vous n'avez pas peur qu'il y ait du washing? Je rêve d'un cas de perma-washing. C'est que le modèle sera devenu tellement désirable que certains se l'approprieront de façon mal intentionnée. La réalité aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le cas, qu'on a majoritairement des TPE, PME, voire quelques ETI qui s'en sont vraiment saisis, qui le revendiquent, des centaines, sans doute, d'autres organisations dont nous n'avons pas connaissance qui s'en inspirent sur toute ou partie de la méthode. Aujourd'hui, on fédère une quarantaine d'entreprises qui s'en revendiquent activement et qui, pour pouvoir, je dirais, intégrer un collectif que l'on anime, simplement nous montrer qu'elles avaient répondu ou qu'elles avaient observé quelle était leur maturité sur 24 critères d'impact qui sont ceux que nous imposons, on va dire, dans le modèle. Imposé étant peut-être un abus de langage, mais que l'on invite vivement les entreprises à regarder autour de l'absentéisme, de l'enthousiasme à venir travailler, de la réduction des inégalités, des impacts environnementaux, que ce soit carbone, mais aussi biodiversité, et de l'alignement progressif des offres de produits et services avec les fondements du modèle. Puisque en gros, le grand changement que invite vivement ce modèle à faire, c'est de sortir d'une logique où je réduis les écarts de salaire, je réduis les discriminations et je réduis la quantité de déchets, mais je continue à vendre des produits parfaitement destructeurs des écosystèmes vivants, voire de l'humain. Et ça peut être du glyphosate ou des produits, comment dirais-je, destinés à défendre ou à attaquer des territoires ennemis, par exemple. Donc, nous, on veut sortir de ça et dire qu'une vers l'entreprise, si elle a une force, c'est qu'elle s'est renoncée à des potentiels business qui sont désalignés pour concentrer ses efforts sur là où ça fait sens et du coup préparer au mieux l'avenir. Voilà ce que je peux ajouter. Et donc, pour compléter sur le fait on n'est pas, voilà, on n'est pas certifiant. Il existe d'ailleurs effectivement d'autres dispositifs comme Bicorp qui le font de façon très poussée. Donc, on n'a pas vocation à venir ajouter une autre proposition que la leur. Pour le coup, je connais très bien Bicorp par ailleurs. Narcisse est certifié. Je suis investi en France sur le déploiement du mouvement. Et pour la société à mission, par contre, là, ce qu'on a souhaité faire, c'est que la méthodo est pensée pour qu'à la sortie, vous puissiez de facto devenir société à mission. En fait, dans la méthode, on propose de créer une raison d'être, d'avoir des objectifs associés à cette raison d'être qu'on appelle des enjeux et que vous concevez en coopération avec vos parties prenantes, et ensuite des objectifs d'impact. Donc, à la sortie de la méthode, et elle est pensée pour ça, vous pouvez obtenir la qualité de société à mission, je dirais en un claquement de doigts, mais c'est vraiment comme ça qu'on l'a souhaité. Et je me permets, Thomas, par rapport à une question qui a été posée par Cathy, justement, ces 12 principes de conception de la permaculture, on les utilise pour concevoir nos objectifs et nos projets. En fait, ça vient nous guider, on les met sur la table pour travailler et définir
les axes stratégiques et de projet. Sur la partie économique, je rejoins tout à fait ce qu'a exprimé Thomas et sur le fait de valoriser ça en euros, on y travaille, mais c'est vrai que c'est pas évident, hein, mais on peut déjà monétiser, effectivement, valoriser le peu. Hein, moi, j'ai ce même avantage, hein, très peu d'arrêts maladie, très peu d'absentéisme dans l'entreprise. Donc, ça peut se valoriser en euros. Et puis, quand Lucille va cliquer une fois, vous allez voir que aussi un des résultats, c'est qu'on parle de nous. On parle beaucoup de Nord 6, on parle un peu moins d'Odyssée, mais on en parle un peu quand même. C'est bien, tout ça, ça participe. C'est de la communication qu'on ne paye pas par ailleurs, puisqu'elle est gratuite. Ce sont les différents médias qui viennent vers nous parce qu'ils ont envie de parler de ce qu'on fait en place dans l'entreprise, quoi. Ça suscite de l'intérêt, naturellement. Ouais, tout à fait. Et puis, sur le côté, fidélisation aussi, on connaît les coûts d'un recrutement, raté ou en tout cas de relancer une politique de recrutement. Je pense que là aussi, vous avez quelques indicateurs, qui sont pas forcément, tous, chiffrés, rangés dans un beau tableau Excel, mais en tout cas, vous le sentez que c'est plus facile de recruter pour vous que pour certains concurrents. Et ben, alors du coup, je continue sur la présentation. Vous voulez vous proposer un petit zoom sur donc Thomas, tu disais dans tes propos introductifs, il y a différentes manières d'entrer, de s'approprier le concept. On a lancé une expérimentation, vous avez lancé une expérimentation avec le MEDEF territorial, justement pour accompagner en collectif des entreprises sur le modèle. Donc, je sais pas si vous voulez partager qui est-ce qui veut prendre la main sur comment ça s'est passé et qui a Thomas, sur participé. cette diapo, et moi peut-être je compléterai sur la diapo suivante. Si vous voulez. Ouais, bah, ce que je peux partager surtout, en fait, c'est que depuis, voilà, riche de 5 années d'initiatives, de demandes entrantes, de dispositifs créés. Donc, on a créé une formation de 5 jours, puis de 3 jours, des formats de séminaires, d'ateliers, de demi-journées, enfin, tout un tas de choses qui ont été très liées à des demandes entrantes. J'avais envie de créer quelque chose qui soit plutôt lié à nos convictions et à ce que l'on pensait être le plus utile pour des entreprises, notamment des PME. Et en se disant qu'aujourd'hui, on a des certitudes sur l'utilité du modèle et la façon dont il est conçu pour être efficacement mis en œuvre par des entreprises, mais que très souvent, il manque un petit quelque chose de l'ordre d'un accompagnement, d'une épaule sur laquelle se poser pour répondre aux différentes étapes et le faire avec le plus de certitude possible. Et donc, on a imaginé un dispositif sur 4 mois avec une journée de séminaire chaque mois, des séminaires qui sont en fait des journées de travail basées sur les différentes étapes de la méthodologie. L'idée étant, on vous prend par la main pour appliquer la méthodo à votre organisation et que à la sortie de ces 4 journées sur 4 mois, vous ayez une stratégie PERMA, première monture pour votre entreprise en ayant été épaulé pour la faire, en ayant bénéficié de retours d'expérience et en ayant eu des temps d'échange entre pairs sur le cheminement que vous allez faire. Et je pense que ce qui a fait la réussite du dispositif, au-delà de cette intention, et donc vous voyez des avis, des retours de satisfaction qui sont globalement très rassurants, je pense, sur cette première expérimentation, en tout cas la façon dont on l'a pensé, avec quelques ajustements, mais qui seront plutôt à la marge, c'est qu'on a associé ce dispositif, d'où le partenariat qu'on a fait avec Louis-Philippe, pour que chaque organisation ait quelques moments de coaching individuel au-delà des journées collectives. Et on y a vu beaucoup, beaucoup d'intérêt et de vertu, puisque ça permet vraiment d'individualiser l'accompagnement, là où les journées de séminaire permettent moins de le faire. Et je pense qu'on a réussi à toucher du doigt un dispositif qui se veut relativement léger à mettre en œuvre, qui ne nécessite pas trop de temps et de ressources pour les entreprises qui sont entrées dedans. Et donc aujourd'hui, on a IndyTime qui fait de l'import de mobilier venu d'Asie. On a Bonsigne qui est quasiment, je pense, le premier traiteur bas carbone des Hauts-de-France, avec une démarche végétale, locale, de saison, sans déchets, etc., qui a posé sa première vraie stratégie d'entreprise. Grâce à cela, aujourd'hui, ils sont une dizaine de salariés. Voilà, on a des entreprises qui ont des secteurs d'activité assez différents et qui ont toutes pu avancer sur l'élaboration d'une stratégie. Parfois, elles n'en avaient pas du tout posé de stratégie. Donc, ça a été finalement leur premier essai. Et je trouve qu'en 4 journées avec quatre coachings, les résultats sont plutôt très positifs et le retour des entreprises qui ont pris part sont très positifs. Donc, on a l'élan et l'envie de pouvoir remettre en route une deuxième
On t'a perdu, Thomas. Je pense que ton micro a sauté juste après le deuxième. Là, on t'entend toujours pas. C'est bon, pardon. C'est bon, parfait. Et Du coup, est-ce que tu veux reprendre ce que tu disais sur la deuxième? pardon, ça a coupé ça a coupé à un Euh, moment? alors, tu étais en train de finir ton propos. Tu disais, on va faire une deuxième. Bah, juste voilà, on aimerait, voilà, riche de cette première promotion et surtout du coup des retours des entreprises qui nous disent que voilà que ça a été très satisfaisant pour eux sur différents critères liés à l'intérêt du parcours, à l'accompagnement, aux résultats, aux conditions de travail. Quand vous avez voilà 4,71 sur 5 de moyenne sur toutes ces questions-là et sur l'ensemble des entreprises, je pense qu'on peut se dire que c'est une réussite. Et donc, on se sent l'élan d'essayer de lancer une deuxième promo pour continuer à épauler de la façon la plus efficace possible des dirigeantes et des dirigeants qui ressentent le besoin de structurer leur projet d'entreprise en intégrant mieux les enjeux sociétaux et parfois avec en plus des réalités opérationnelles qui sont que les enjeux sociétaux mettent à mal leur modèle d'affaires. Donc, voilà ce qu'on aimerait réussir à entreprendre ensemble avec Louis-Philippe pour l'année 2026. Ouais, tout à fait. Et puis là, j'ai mis du coup la slide avec les logos des entreprises qui ont participé à cette première promo. Si vous voulez commenter, on voit qu'il y a plein de secteurs d'activité complètement différents et ces personnes-là ont travaillé ensemble et sont reparties avec un socle commun et des idées ultra riches. Oui, c'est ça, au-delà des exemples cités par Thomas, il y avait effectivement du tac au tac. Alors, c'est marqué fabricant de menuiserie, mais c'est surtout un plombier chauffagiste aussi. Donc, vraiment, c'est du terre à terre, quoi. C'est du concret, hein. Et donc, il a emmené son équipe là-dedans. La même chose pour les menuiseries UIM. Une petite agence de communication, là, ils sont catch, Axelcom, qui sur la commercialisation d'objets publicitaires. Donc, forcément, on peut se dire, voilà, c'est pas forcément très écolo, ça, mais ils ont vraiment réalisé un travail pour sourcer des objets utiles, fabriquer si possible en France, voire en région, si possible éco-conçus, etc. Donc, ils ont développé aussi un vrai savoir-faire par rapport à ça. Voilà, et puis également un établissement donc API des Papillons Blancs, donc là, un établissement de plus de 1000 salariés qui a travaillé sur le sujet, qui n'est pas allé tout à fait au bout de la démarche, hélas, mais au moins ils ont lancé quelque chose et on Mhm. espère qu'ils iront plus loin par la suite. Sur Giris, c'est un industriel aussi en biomédical. Oui, donc voilà, il n'y a pas de profil type. On n'est pas obligé de faire du conseil ou être SS2I pour Non. venir travailler ces sujets-là. ESN, pardon. Alors j'avais prévu un petit zoom, mais en fait on l'a déjà évoqué sur la robustesse avec le livre blanc. Donc c'est juste une capture d'écran, mais du coup vous avez le lien Oui, et cliquable. puis moi j'ai mis dans le chat, donc j'ai mis un lien vers un espèce de mini-centre de ressources sur le modèle PERMA dans lequel il y a l'accès au livre blanc, à ce premier épisode qu'on a publié en novembre avec donc un deuxième à suivre qui ira beaucoup plus dans le détail Mm, probablement en mm. avril à l'occasion des 5 ans de la PERMA et puis d'autres ressources qui pourraient être utiles pour les plus curieux. Voilà, et donc il y a le Save the Date pour le 9 avril. Ok, super. Voilà, on n'a pas encore les liens d'inscription, mais vous pouvez déjà bloquer les agendas. Et on va essayer de faire quelque chose qui soit à la fois national et avec un ancrage local. Donc on vous tiendra au courant aussi de cet événement-là. Je peux donner un petit Mhm. exemple sur la robustesse. Vas-y. Oui. Parce que robustesse, donc, on a aussi appris à se dire, tiens, en quoi le hasard, le gaspillage, la redondance, la lenteur, ça peut être des atouts pour l'entreprise. Alors, gaspillage, rassurez-vous, hein, c'est pas du gaspillage de ressources naturelles, c'est plutôt de se dire, on met des ressources financières pour travailler sur des sujets tels que la R&D, l'investissement écologique, etc., hein. Mais je voulais donner l'exemple de l'hétérogénéité. Ce qu'on s'est aperçu en fait en découvrant ce concept robustesse, c'est que, et en ça, Perm Entreprise nous y a aidé aussi dans notre réflexion, c'est que à Odyssée, on aurait pu, vous avez vu nos différents domaines d'activité, nous aurions pu très bien ne faire que de l'accompagnement d'énergie renouvelable ou des PLU. Je vais vous dire, il y a certaines années, on a cartonné en développement d'énergie renouvelable. Il y a certaines années, on a cartonné en PLU. Il y a certaines années, on a cartonné en biodiversité. Mais on n'a jamais cartonné dans tous ces domaines-là en même temps. Il y a eu des années, on a même cartonné en transformation écologique, ce qui aujourd'hui est absolument pas le cas. On a 50% de baisse de l'activité sur ce sujet-là en ce moment avec le contexte, hein.
Et en fait, on s'est aperçu que, bon an, mal an, j'ai découvert que nous étions restés modérément profitables dans la continuité. Donc, on n'a jamais fait hyper performance, mais nous sommes restés modérément profitables dans la continuité. Voilà, il y a un lien aussi, je trouve, assez intéressant avec ce sujet de robustesse. Oui, tout à fait. Merci pour le partage. Alors, il nous reste quelques minutes. Le reste des slides, c'est plutôt des choses qui peuvent se lire à froid, donc je propose qu'on prenne le temps, s'il y a d'autres questions, Ouais, de revenir dessus. ouais, complètement. Ouais, donc je sais pas, n'hésitez pas, soit à lever la main ou à hacker le micro Bah, directement. je vois qu'il y en a déjà deux, trois, Ouais, je pense qu'on n'a pas forcément adressé, Lucille, donc je te ouais, propose t'as de raison, les vas-y. traiter dans un premier temps. Donc notamment les principes de design, c'est vrai que je ne les ai pas évoqués parce que ça peut vite prendre plus de temps, mais en fait, dans la méthodologie que l'on propose, les trois principes éthiques indissociables qui deviennent donc les fondations de l'entreprise et d'une organisation au sens large, aide beaucoup à travailler sur le pourquoi. Pourquoi notre organisation existe, notre raison d'être, etc. Les 12 principes de design, eux, viennent magnifiquement enfin, de façon très intéressante outiller le comment. Donc, on a décliné les 12 principes et on en a créé un 13e sur l'alignement des offres, selon une série de questions à se poser pour définir ces enjeux et pour définir les projets qui vont permettre d'adresser les enjeux. Donc, on les utilise comme ceci. Donc, on a créé des cartes. Il y en a 13 avec des questions à se poser et elles ont des valeurs ou des vertus, je dirais, qui sont aussi intéressantes dans des formats d'ateliers parce que ça permet de cibler les questions sur des thématiques assez précises. Ils peuvent être très centrés sur la régénération des ressources, sur les mécaniques de coopération, sur d'autres principes plus conceptuels au départ, comme voilà, observer les bordures ou ce genre de choses, et voilà comment on s'en sert davantage. Euh, pour la question sur les écoles, aujourd'hui, on a quelques écoles qui nous demandent d'intervenir. On a fait un parcours aussi avec une école comme Catch, par exemple, sur leur master transformation. Disons qu'aujourd'hui, on essaie d'animer quelques référents écoles dans un petit groupe pour penser à des dispositifs. On vient plutôt intervenir dans des masters spécialisés que dans des cursus plus conventionnels, plus classiques. Bon, et là, honnêtement, c'est plus le problème des écoles qui doivent davantage revoir leur programme. Voilà, mais on a aussi parfois des masters exé à HEC, par exemple, qui permettent d'aller discuter avec des cadres qui sont dans des grosses organisations et qui évoluent dans leur métier. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'aller davantage frotter le modèle avec comment dirais-je, des habitudes et des historiques plus centrés sur la création de richesse et sur la profitabilité de l'entreprise plutôt que sa contribution sociétale. Bon, voilà, vous avez des exemples d'écoles, c'est pas exhaustif, mais globalement, la majorité des écoles où on a pu intervenir est listée ici. Peut-être dernière chose du coup, c'est donc sur la formation. Alors on avait une formation qui dure 3 jours, qu'on va sans doute réinventer sur un format 2 jours et dans laquelle on va intégrer nos travaux sur la robustesse. Donc aujourd'hui, c'est un projet en cours. Je voudrais surtout qu'on sorte les travaux robustesse, qu'on passe le cap de nos 5 ans et à la sortie de cette séquence, on essaiera, je pense, de lancer une première promo en juin sur des modalités nouvelles qui ne sont pas encore arrêtées. Donc je ne peux pas totalement répondre à la question, mais voilà quelques orientations qui vont nous animer pour les mois à venir. Merci Thomas. Alors, et je pense que toutes les questions qui étaient en effet dans le chat ont été abordées. N'hésitez pas aussi, hein, si c'est trop long à écrire, à parler directement via le micro. Voilà, Cathy qui propose la différence entre robustesse et résilience. Enfin, qui propose d'aborder ce sujet-là. Moi, je peux en donner une définition assez simple, en fait, c'est que la résilience, c'est de modifier son fonctionnement, de se réinventer, d'engager des projets spécifiques. Donc de devoir engager souvent des choses d'assez grande envergure pour absorber les chocs. La robustesse, c'est d'avoir un mode de fonctionnement qui naturellement va absorber les chocs, qui ne nécessite pas de mettre en œuvre des grands projets. La résilience, ce serait de dire, je ne sais pas, tiens, face à un contexte géopolitique incertain,
je vais décider du jour au lendemain de transformer toute mon infrastructure numérique pour gagner en souveraineté. La robustesse, c'est de se dire qu'historiquement, on a toujours cherché à ne pas être dépendant d'un seul fournisseur, qu'on a toujours été en veille sur des alternatives, qu'on les a expérimentées ici et là pour qu'au besoin, on puisse beaucoup plus rapidement et efficacement réagir à une fluctuation. Voilà, c'est ça la différence entre la résilience et la robustesse. La robustesse, c'est une résilience beaucoup plus naturelle, on va dire, et qui est endogène à l'organisation. Je pense que c'est une belle illustration, en effet. Merci beaucoup. Et on vient de dépasser d'une minute l'heure prévue pour faire ce webinaire. Donc, en tout cas, je vous remercie. Bah, Je pense merci, aussi ouais, à celles à... et ceux qui ont pris cette heure avec nous. Ouais, tout à fait. Et puis, je remets vos têtes comme ça, si Je pense qu'on besoin les a assez de... vus. Mais Mais voilà, n'hésitez pas aussi toutes et tous à poursuivre les discussions entre vous.